Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Français en contexto, le podcast où on apprend le français grâce à des expressions idiomatiques qu'on utilise dans la vie quotidienne. Moi, c'est Noé et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Shreni qui va nous partager un peu son parcours qui est d'ailleurs très intéressant. Bonjour Shreni, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci d'avoir pensé à moi pour ce podcast que je trouve assez intéressant. J'ai trop hâte de commencer le papotage comme tu dis. Mais merci, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Moi aussi, je voulais te remercier parce que ça fait plaisir de t'avoir ici et enfin, que tu puisses partager ton parcours professionnel et personnel et ton rapport au français qui est très, très intéressant. Donc, on va voir tout ça ensemble. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, moi, je m'appelle Shreni, je suis indienne. Je vis actuellement à Fort Lauderdale, qui est à 30 minutes de Miami. Je travaille comme professeur de français langue étrangère dans un lycée à Miami. Le français, c'est ma passion, mais je parle aussi l'espagnol, j'apprends l'italien actuellement. Je parle aussi 3 autres langues régionales, d'où le mot polyglotte, une personne qui parle plus de 6 langues. Donc voilà, les langues, c'est un peu ma passion, ce que je fais dans le quotidien et c'est un peu tout. J'aime aussi d'autres choses, mais c'est pas très relatif ou important, pertinent pour ce sujet, donc c'est pas grave. D'accord. Oui, effectivement. Enfin, donc Shireni, elle a un compte Instagram qui s'appelle Chat Polyglotte et où elle partage enfin, effectivement sa passion pour le français. Elle partage plein de capsules vidéo très intéressantes pour apprendre le français, pour aider les gens à apprendre le français. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés donc en ligne. Et aujourd'hui, ben, on fait connaissance aussi avec Shireni et avec tous les auditeurs et auditrices du podcast. Est-ce que, Jérémy, tu peux nous raconter un peu comment cette passion est née pour le français? Je trouve que c'était à l'âge de 16 ans que j'ai commencé les cours de français dans mon lycée. Donc, nous, en Inde, dans le système indien, on quitte l'école à 16 ans. Et puis, de 16 à 18 ans, on a le lycée et puis l'université. Dans mon lycée, j'avais l'option de soit faire l'informatique, soit faire le français. Et je me suis dit, ça va être plus intéressant de faire le français. À ce moment-là, je pensais que ça va me donner plus de chances d'avoir une meilleure note et c'est pourquoi j'ai choisi. Mais je suis vite tombée amoureuse des sonorités, la façon dont ma prof parlait, j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup m'exprimer dans cette langue quand j'avais l'occasion, mais vraiment pas, parce qu'on était plus de 60 personnes dans la classe, donc on parlait vraiment pas français. On C'était faisait très que des compliqué. exercices de traduction et de grammaire et de conjugaison. Donc, ce qui était grammaire était très forte, mais par conséquent, tout ce qui est l'écoute, l'oral, ça me coûtait énormément. Je trouvais vraiment difficile de comprendre quelqu'un parler de façon normale, entre guillemets, mais normale pour les Français, c'est très, très vite. Pour quelqu'un qui ne parle pas, surtout un anglophone qui n'a jamais été exposé aux langues latines. J'ai vraiment aimé cette expérience et j'ai décidé d'aller à l'Alliance française pour savoir vraiment comment parler, parce que je ne parlais pas à cette époque-là. Et depuis a commencé ma passion, mon amour, ma relation amoureuse avec la langue française. Et on ne s'est jamais séparés depuis. Et Jérémy, quand est-ce que tu as été en France? Tu m'as parlé de ton expérience, enfin, de ton expérience professionnelle en France. C'était en quelle année? Je suis partie en France à 2000, non, je pense que c'était 2013, oui. De Oui. 2013 septembre jusqu'à mai 2014, donc c'était 8 mois à peu près. C'est Et drôle parce que j'ai fait mon assistanat aussi, enfin, assistant de langue en 2013, mais à Bordeaux. ah, j'étais à Toulouse. Donc, c'est Waouh, pas c'est très loin en drôle. fait. Oui, on n'était pas loin. En fait, j'ai même visité Bordeaux mais pas pendant mon assistant. Non, non, je me trompe. C'était après. Mais 2013-2014, c'était quand j'étais à Toulouse. Et j'ai adoré comme expérience. Les 2 premières semaines étaient très dures. Venant de Mumbai, où on a vraiment beaucoup de bruit. On n'est jamais course effrénée, on s'arrête jamais. Même à 2 heures du matin, tu vas entendre les gens faire du bruit autour de toi.
Donc, il n'y a pas un moment de silence. Et là, j'étais dans un paysage complètement différent. Comme on dit en français, dépaysé. J'étais Oui. tellement dépaysée comme pas possible. Donc, les Et deux ça, premières à semaines, Toulouse, tu as les montagnes, c'est plutôt, on va dire, c'est une grande ville, mais c'est calme. Et donc, je pense pas que ça soit une aussi grande ville que Mumbai. et je trouve que quand je suis arrivée, c'était même les vacances de quelque chose de Toussaint, ou je sais pas, mais c'était les vacances scolaires et cité universitaire où j'avais trouvé ma résidence. Donc un petit studio, c'était complètement mais déserté, il n'y avait Ah, ben, personne du tout. Et ces 2 premières semaines étaient vraiment comme comme une claque dans dans mon visage et je me disais, mais c'est vraiment différent. Je n'aime pas du tout. Donc c'était ah, tu n'aimais pas du tout au début? je pleurais, je ne faisais que pleurer. On n'avait même pas de vidéo parce que j'avais pas la capacité Internet de faire des vidéos à ma famille. Donc j'appelais mes parents et je leur disais, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez dit oui que j'arrive ici? Pourquoi vous m'avez laissé partir? Moi, j'ai des drôles d'idées, mais c'est à vous de me dire, vous êtes les parents, vous auriez pu me dire de ne pas y aller. Il y avait plein de membres de ma famille qui disaient à ma mère, mais t'es folle d'envoyer ta fille comme ça, mais tu connais personne, c'est pas les États-Unis, c'est pas Londres, c'est Oui. pas l'Australie. On connaît plein de gens qui se sont immigrés dans ces pays-là, mais en France, personne. Donc voilà, c'était un peu, et je leur ai dit, mais c'était une mauvaise idée. Et tu leur as demandé pardon par la suite parce que c'était une merveilleuse idée, non? Ouais. Après les 2 semaines, je leur ai dit non, mais non, je retourne jamais. J'ai pas envie de voir Mumbai. Je suis bien ici. Tout va bien. Je vais m'installer dans ce pays. Oui, en fait, je pense que tu as senti le vide de passer d'une ville effrénée enfin d'une vie plutôt effrénée à pas forcément le calme, parce que Ouais, on est dans le sud quand même, dans le sud de la France, c'est plus calme que Paris, mais surtout que tu étais dans une résidence universitaire et que les cours commencent fin en octobre ou fin septembre. Donc, il y a vraiment personne et c'est très calme par rapport à d'autres villes où enfin, on a le passage, les motos, les voitures, enfin, on entend le bruit, on voit les gens à l'extérieur, alors que dans les campus universitaires, on voit enfin, il y a du monde qu'en semaine en fait. Et le week-end, peut-être les étudiants qui y habitent, mais quand il y a les vacances et tout ça, enfin, plus personne. c'est ça. Et Ouais. après, comme quoi, j'ai adoré ce silence et je voulais que ça. Donc, c'est intéressant, l'expérience humaine. Oui, et donc, enfin, ça c'était en 2013, tu as dit. Et ensuite, tu es reparti en Mumbai ou tu es allé aux États-Unis directement? Non, donc j'étais à Mumbai, j'ai commencé à travailler à l'Alliance française. C'était un peu mon moment tu vois, comme tout va bien. J'ai commencé ici, maintenant je commence à travailler là. C'était une très belle expérience. Donc j'ai travaillé à l'Alliance française et aussi quelques écoles privées en Inde où j'enseignais aussi le français. Et puis en 2018, j'ai déménagé aux États-Unis après mon mariage pour rejoindre mon mari qui vivait ici déjà. Et on est venu en Floride parce que je savais que je ne pouvais pas supporter le froid de New York. Hmm. Il vivait là-bas avant. Donc je savais que ça allait être impossible pour moi de vivre dans ce froid. Donc Miami ou Fort Lauderdale, c'est près de Miami, mais c'est un peu la même température et on dirait les mêmes. Tu vois, le temps ressemble plus à Mumbai et ça me faisait moins, tu vois, ce sentiment de dépaysement parce que je me retrouvais dans la météo. Oui, tu devais déjà t'adapter à plein de choses, donc pas la météo, pas le climat. Au moins, c'est vrai que ça aide à garder le moral. C'est ça, c'est sûr et certain. Oui. Et du coup, après, pour Trajectoire est terminé avec Chat Polyglotte, les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé à partager un peu ma vie, mes expériences d'apprentissage surtout, parce que Hmm. je veux que les gens comme moi, qui ne sont pas des natifs, se retrouvent, s'identifient dans cette situation et se disent, mais c'est possible de parler français. Je ne veux pas dire parfaitement, parce que la perfection n'existe pas à mes yeux mais que c'est possible de parler, c'est même possible de se faire comprendre, c'est possible de surmonter, je trouve, les peurs, donc surmonter Oui. la peur d'abord et puis les obstacles linguistiques, il y en a. Donc je voulais simplement partager cela avec 2 personnes s'il y avait à ce moment-là. Donc Oui. je me disais, c'est pas grave s'il y a 2 personnes, mais c'est vite devenu une grande communauté que j'apprécie énormément et ça contribue aujourd'hui, je pense, à mon identité professionnelle. J'y tiens énormément. Donc, même si
toi et moi, on sait, on ne gagne rien du tout en ce qui concerne Oui, de façon économique, mais c'est la passion qui me conduit vraiment à continuer à partager, à créer des vidéos. Et je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à dire que c'est ma communauté, c'est ce que je que tu as créé. que je crée, Oui, que je vois comme contenu pédagogique. Ça a même devenu le sujet de mon master, donc ma thèse. J'ai fait mon mémoire sur les réseaux sociaux et l'impact qu'on peut avoir sur l'apprentissage de la langue française. excellent. Donc c'est vraiment quelque chose qui a abouti à devenir un truc très professionnel, très Partie de concret. toi. Oui, et une grosse Oui. partie. Ouais. Tout à fait, je pense que c'est enfin, ce qui est bien des réseaux sociaux, c'est qu'on peut partager une passion à notre échelle. Il n'y a pas d'exigence, on le fait comme on peut, comme on veut, avec notre personnalité. Et chaque personne est différente et chaque personne le partage différemment. Et chaque personne qui regarde va avoir des affinités avec l'un ou l'autre, mais ça va être avantageux pour tout le monde au final. Mais effectivement, on n'est pas payé pour ça. Mais on le fait enfin, parce que ça nous fait plaisir de le faire aussi. Et c'est une façon aussi de partager, enfin, la culture et cette passion. Et pour montrer aussi, comme tu le dis, que c'est possible de parler bien français, c'est possible enfin, de se battre un peu contre ces pensées limitantes qu'on peut avoir quand on est apprenant d'une langue étrangère. Hein, on se dit, enfin, je ne vais pas y arriver, c'est compliqué, je ne comprends pas. Parfois, on se fait des films en fait dans la tête et c'est un peu plus simple que ça. Mais on abordera la question, enfin, des petits conseils que tu pourras nous donner pour les auditeurs et les auditrices qui écoutent le podcast. À la fin de l'épisode, on fera ça. Si tu veux, on peut commencer déjà à parler de l'expression à laquelle tu as pensé pour l'épisode d'aujourd'hui. Parfait. Donc, je pense que c'est pas vraiment une expression idiomatique, c'est une locution, une façon de parler, Mhm. mais j'ai l'impression que j'utilise énormément et je vais aussi en parler plus, mais ça, c'est vraiment culturel comme locution, comme phrase à apprendre et je trouve ça hyper utile pour les personnes qui apprennent la langue française. Donc, je vais le dire tout de suite, c'est prendre du recul. Prendre du recul, ça veut dire relativiser, ce qui veut dire dédramatiser un peu la situation, ne pas trop sentir quelque chose de façon émotionnelle, mais essayer de le voir, une situation telle qu'elle est, de façon pragmatique, un peu plus avec un peu de distance. Donc prendre du recul, c'est prendre la distance, prendre une situation de façon un peu plus logique, cartésienne, un peu plus pragmatique. Oui, donc être un peu plus objectif sur ce qu'on vit, sur le moment et se dire, OK. Attends, peut-être c'est pas si dramatique que ça, si mauvais que ça, et puis se dire, ok, enfin, je vais réfléchir mieux, je vais me poser, et c'est comme si on sortait de notre corps et on regardait la situation de loin, se dire, ah, Oui, mais finalement, enfin, c'est pas si mal exactement. pour certaines choses. Est-ce que tu as une anecdote, comme tu dis que tu l'utilises souvent, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Plusieurs, mais je trouve que récemment, il y avait une lycéenne, donc une adolescente de 16 ans, qui avait une situation émotionnelle de sa vie qui se passait. Et on sait, l'adolescence est une période de vie assez difficile. On ressent tout ce qu'il y a beaucoup plus, de façon un peu plus amplifiée, intensifiée que les autres. Il n'y a pas de mal à ça, mais je trouvais que cette fille, elle aurait pu prendre un peu de distance de sa situation et sans vouloir rentrer dans les détails qu'elle avait, je lui ai dit, mais essayons de regarder cette situation comme si tu étais une troisième personne qui donnait des conseils à cette personne. Et je lui ai dit en français, parce qu'elle fait aussi des cours avec moi, je lui ai dit, prends un peu de recul. Et avec cet espace physique que tu peux te donner, je trouve que cette façon de parler, cette phrase devient plus parlante, plus facile à comprendre. Tu peux vraiment te dire, OK, je vais prendre du recul, je vais essayer de relativiser la situation. Une autre chose, c'est aussi quand je suis face à une situation difficile dans ma vie, je me dis toujours à voix haute, mais Shrénie, prends un peu de recul, relativise un peu la situation, relativise, parce que je te disais avant d'enregistrement, dans ma Oui, culture indienne, dans ma famille, je ne veux pas généraliser, je vais parler de ma famille. On est vraiment émotive, on est des personnes qui ressentent beaucoup, on a beaucoup d'émotions, on aime fort, mais on se dispute fort aussi. C'est un d'accord. peu notre dynamique de famille. Et chaque fois qu'il y avait une situation, on avait tendance à vraiment
c'est pas comme si on se faisait de la pitié, mais c'est vraiment comme si on était victime de cette situation. Et D'accord. grâce à la langue française, j'ai appris à me dire, mais tu vas prendre de la distance, tu vas prendre du recul, et ce n'est pas aussi dramatique que tu ne le penses. Mm. Donc je trouve que, comme je disais avant, cette expression, c'est vraiment utile de un. De deux, je l'utilise énormément j'utilise, je trouve très souvent dans ma vie personnelle et professionnelle. Et de trois, je pense que c'est comme ça que je vois la langue française. Elle m'a appris à prendre du recul, à relativiser, mais aussi à savoir voir des choses de façon différente. Et c'est ça aussi l'avantage d'apprendre une nouvelle langue. On apprend de perspectives très Oui, différentes. c'est ça. Enfin, on adopte la culture aussi. Enfin, je le vois comme ça. Pour moi, moi, j'aime beaucoup voyager et j'aime beaucoup, enfin, quand je voyage, par exemple, tout simplement, enfin, manger ce que les gens Mhm. mangent, faire ce que les gens font dans le pays, dans la culture propre, genre comme si je m'intégrais un peu dans la culture. Et parfois, enfin, par mimétisme, on fait comme les autres, hein. Et quand on apprend une langue étrangère, pour moi, c'est la même chose. Par exemple, moi, j'habite en France et parfois, je me dis, enfin, je suis un peu devenue un peu française dans ma tête sur certaines choses parce que, enfin, on apprend la culture, la mentalité et même on comprend. Enfin, Oui. parfois, on va peut-être pas l'adopter, mais on comprend comment ça fonctionne pour ces gens-là. Et c'est tout à fait une autre culture, une autre manière de voir les choses. Mhm. On n'a pas forcément nous dans notre culture. Et ça va nous apporter, nous enrichir en fait. Et ça nous fait grandir aussi dans notre façon d'agir, de nous comporter ou de parler. On va faire plus attention à ce qu'on dit ou comme toi tu l'as dit, enfin, là, par exemple, prendre du recul, ça serait quelque chose que tu as appris grâce au français et qui t'aide Oui. dans ta vie de tous les jours finalement pour avancer, Mhm. je pense. Je vois ça un peu, apprendre une nouvelle langue, je vois comme une boîte à outils que tu as pour plein de problèmes différents. Là, je sors l'espagnol parce que ça m'a appris ça. Là, je sors Ok. français parce que... Et pour chaque problème dans ta vie, tu auras une nouvelle vision, une nouvelle façon d'attaquer le problème, entre guillemets. Je trouve ça fascinant. Et est-ce que tu aurais, comme là, par exemple, tu as dit, enfin, déjà que tu es polyglotte, mais que tu as appris le français, enfin, que tu as rencontré des difficultés, surtout quand tu étais au collège, bien sûr, au lycée, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui se sont retrouvés dans la même situation que toi? Ok, la grammaire, je comprends. Ok, je peux lire. Ok, je comprends un texte quand je lis, mais la compréhension orale ou, enfin, les Français parlent vite. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui se disent que, bah, tout le monde parle vite dans sa langue maternelle, ça, on est d'accord. Mais il y a des personnes où c'est vraiment très compliqué ou qui vont dire, enfin, je comprends Mhm. et je peux écrire très bien, mais quand je veux m'exprimer, c'est comme si je retrouvais plus mes mots, je connaissais plus rien et ils bloquent. Quel est ton conseil pour ces genres de personnes? Alors, je trouve déjà, il faut pas avoir peur de parler. Donc ça, c'est la première chose que je trouve la plus importante. Et dit comme ça semble un peu anodin, mais franchement, c'est l'étape la plus importante. Pour parler bien, il faut vraiment commencer à parler d'abord. Oui, Donc, il faut parler, il faut accepter les erreurs, il faut aussi trouver de l'humour, je pense. Pour moi, je me moque toujours, je trouve toujours des façons de un peu faire des blagues sur moi-même, mais c'est pas grave parce que c'est comme ça que j'arrive à, dédramatiser. à prendre On du va recul. de recul et se dire, OK, c'est pas la fin du monde, la personne comprend ce que tu veux dire. Donc, essaye de parler déjà. Moi, ce que je faisais, et c'est un exercice que je trouve toujours très utile dans la vie d'aujourd'hui, je prenais un sujet et je me mettais devant le miroir et je parlais comme si je parlais à quelqu'un. Je me disais, et chaque jour, j'essayais d'ajouter un petit challenge. Donc, je me disais parfois, OK, aujourd'hui, tu vas parler pendant 2 minutes sur la musique que tu aimes, par exemple. Mhm. Ou tu vas parler de la nourriture parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je vais parler des choses que j'aime manger, quand, avec qui, quelles sont mes adresses préférées, des choses comme ça. Et j'essayais de trouver des sujets qui m'intéressaient pour commencer. Et après, des choses un peu plus difficiles. Je me rappelle, pendant ma préparation au DELF B2, je le faisais systématiquement dans ma chambre et ma mère était convaincue que j'avais un problème mental.
Ma fille, elle part toute seule, il y a un problème. En plus, elle part dans une langue que je ne comprends pas. Et je lui ai expliqué, après elle s'est calmée, elle a dit, OK, mais c'est pas mal comme idée, je sais pas comment tu l'as eu. Et depuis, je dis toujours à mes étudiants, commencez à parler d'abord. Et puis si, Mhm. parce que moi, je le disais aussi, je l'utilisais comme excuse et je pense que les autres aussi. C'est pas vraiment une excuse, mais je trouve que beaucoup de personnes pensent que ne pas avoir personne avec qui parler, c'est un vrai obstacle, c'est un frein. Mhm. Et je trouve que non. En réalité, tu peux trouver un moyen de pratiquer si tu veux vraiment pratiquer. Oui. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième, je dirais, pour moi, c'était pas le cas, mais on vit dans une société où toutes les choses, on peut les trouver à notre portée de main sur les Oui. réseaux. Donc, il faut utiliser les réseaux à son avantage au lieu de scroller sans cesse comme si voilà, la vie passait devant nous. Mhm. Essayons essayons d'utiliser les réseaux à notre bien, à notre bénéfice et au service de notre apprentissage. Donc, pourquoi pas trouver des personnes comme toi, comme mon compte, et il y en a plein d'autres qui font des choses merveilleuses sur le web. Donc, utilisons ça. Mais ne pas restons à regarder les vidéos. Donc, vous pouvez, si les étudiants ont appris quelque chose, commenter, essayer d'utiliser dans votre vie quotidienne. Je mettais des post-it partout pour des nouveaux mots et nouvelles expressions que je voulais utiliser. Donc, ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose qui m'a beaucoup aidé, c'était de regarder les vlogs et des vidéos que j'aimais, donc sur les sujets que j'aimais. Mhm. J'avais une phase de maquillage dans ma vie et je n'ai fait que regarder des vidéos de maquillage en français jusqu'au moment où, et je n'exagère pas, je savais quoi dire parce que j'avais regardé tellement de vidéos. Des Je vidéos. savais un peu la phrase qui allait suivre. Et c'est comme ça que j'ai appris à parler comme eux aussi, parce que j'essayais de mimer leur bouche. Mhm. Je me Oui. fixais sur la bouche pour regarder comment reproduire ce son qui n'existe pas dans ma langue maternelle. Donc, c'est beaucoup de travail et il faut accepter que ça va prendre du temps. Il Voilà, faut... c'est un processus. Moi, Oui. je le répète sans cesse, surtout pour les étudiants qui arrivent en mode, enfin, combien de temps, enfin, tu penses, Mélie, en combien de temps je peux parler bien français? Et ils sont débutants et je dis, vous savez, c'est un processus. Donc, oui, effectivement, on va faire tout pour que ça aille vite, mais c'est un processus et il faut, enfin, on peut pas espérer juste avec une heure de cours, même des étudiants au lycée, enfin, une heure de cours, c'est pas suffisant. C'est très bien, mais il faut rajouter des choses à côté. Enfin, comme toi, tu disais, enfin, les vidéos, podcasts, post-it, lecture. Moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup appris en lisant. Enfin, Mhm. chacun a un peu ses affinités, non? Et donc, pour moi, la lecture, c'était très, très important. Et la lecture et l'écoute Ouais. ensemble. Et c'est comme ça que j'ai appris plein, plein de vocabulaire et que j'ai fixé, par exemple, les structures de grammaire. C'était Mhm. pas autant de faire des exercices, mais de lire. Et à force de Oui. lire, les expressions, elles viennent toutes seules, comme tu disais. Tu avais la phrase qui suivait parce Oui. que tu sais qu'après ça, on dit ça. Donc, Oui. ça vient parce que tu l'as écouté, je sais pas combien de fois, et tu l'as Mhm. lu, je sais pas combien de fois, et c'est la répétition finalement qui apporte le progrès et de se mettre en action, comme tu l'as dit, Tout à de fait. parler. Oui. Moi, je l'ai vécu moi la première, enfin, comme je disais tout à l'heure, avant d'enregistrer, je suis très perfectionniste, très exigeante envers moi-même. Et je me rappelle quand j'étais à l'université que j'avais des amis français, francophones, et moi, j'avais peur de me tromper. Mais vraiment, j'étais terrorisée à l'idée de me tromper. Et un jour, j'ai eu un déclic et je me dis, si je parle pas, enfin, ça va pas avancer. Et donc, c'est à ce moment-là, maintenant, enfin, moi, par exemple, je ne suis pas bilingue anglais, mais je le parle assez bien. Et donc, Mhm. j'ai une prof d'anglais qui m'a fait la conversation pour pas l'oublier. Et enfin, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé ce que j'ai vécu avec le français. Enfin, moi, Oui. ça me dérange pas de faire des erreurs en anglais. Alors que Ouais. quand j'étais plus jeune, je disais, c'est pas possible, je peux pas dire une phrase et qu'il y ait des erreurs. Donc, Oui. c'est vrai que parler, tout simplement, moi, je dis toujours, enfin, aller dans une association, vous aimez courir, inscrivez-vous dans un club, il y aura des gens qui vont vous parler, qui vont être patients, qui vont être bienveillants et à l'écoute. Et vous allez avoir votre place pour parler tranquillement. Et au fur et à mesure, quand on a des affinités avec les gens et qu'on connaît des personnes,
qui nous apprécient, ils vont être hyper bienveillants, ils vont accepter peut-être parler plus doucement. Et c'est à ce moment-là, donc, on va créer des liens et ça va être plus facile de parler en français. Absolument. Et pour rebondir un peu sur ce qu'on disait avant à propos de l'époque dans laquelle on vit, je trouve ça génial d'avoir toutes ces informations à portée de main en un clic. Je trouve génial qu'on puisse avoir des choses un peu plus rapidement, que ce soit Uber Eats ou des choses à Oui, manger, etc. Or, je trouve un peu dommage qu'on est devenu tellement on est devenu tellement habitué à avoir des choses de façon instantanée que se dire, OK, c'est un processus et ça va peut-être me prendre 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans pour arriver là où je veux être. mhm. Ça semble comme un gros, je sais pas, une grosse Investissement. attente, un Oui, sacrifice, tu vois. Et pourtant, c'est normal, c'est une langue. Donc, si je sais pas à quel niveau les étudiants se fixent comme objectif, où ils veulent venir, mais si on veut arriver où on veut, bah, disons B2, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, énormément de temps. oui, Et, et avoir un accent, par exemple, ou effacer un peu son accent pour se faire comprendre, mais oui, pas pour effacer son identité, oui, je veux bien dire les choses clairement, mais pour se faire comprendre, ça prend aussi du temps. oui. Donc, on ne vit pas, enfin, je vois toujours ça comme des nuits instantanées. Tu vois, 2 minutes, c'est prêt. Malheureusement, apprendre une langue, ce n'est pas ça. Donc, dès qu'on accepte cela, je trouve que cette attitude peut nous permettre d'avancer avec, je sais pas, un esprit plus posé et se dire, Oui, OK, plus serein. ça va Oui, prendre du temps. Voilà, donc un peu des astuces que j'ai, mais après, je dirais aussi des cours de conversation, des cours où tu peux vraiment te faire suivre par un prof qui sait comment t'aider. Ça aide aussi. Comme tu disais, 1 heure, c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas assez. mhm. Il faut ajouter des choses, il faut supplémenter avec des efforts. Et ça commence toujours, je le dis toujours, le pourquoi de l'étudiant est le plus Oui, important. Parce qu'il y aura des moments où tu as envie d'abandonner. C'est un peu comme le sport. Pour, oui, euh, tout à pour fait. avoir des muscles, il faut vraiment, vraiment être discipliné, Oui, régulier, faire des efforts. Donc, je pense que le pourquoi, de se rappeler, OK, j'apprends le français parce que je veux, gna gna gna. oui. Je sais pas, communiquer avec mon mari, ma famille, bien être dans mon travail, je sais pas, mais chacun a ses motivations. Objectif, c'est motif, oui. Oui. Donc, si on vit dans un pays francophone, génial, il n'y a pas mieux que ça. Mais si moi, vous apprenez le français en étant loin de ces pays francophones, je trouve que voilà quelques outils qui peuvent aider. Et les cours de conversation, je trouve avec toi, avec les personnes qui offrent des cours, je Mhm. trouve que ça peut être un moment, pardon, un moyen très, très, très Oui, utile. enfin, enfin, je pense que c'est une façon, enfin, pour ceux qui peut-être qui habitent loin ou qui ne sont pas, enfin, qui n'ont pas la facilité ou que dans leur travail, ben, il y en a plein qui, par exemple, vivent en France, hein, il faut pas aller très loin en fait, qui vivent ici, mais que dans leur famille ils parlent soit espagnol, anglais ou italien ou arabe, qu'au travail rebolote, c'est la même chose. Il faut pas aller trop loin. Mon mari, par exemple, quand il est arrivé en France, son patron, il était australien et son collègue, il était espagnol. Donc pendant Voilà. 2 ans, zéro français. Eh Euh, ben, donc il a mis plus longtemps que quelqu'un qui arrive et qui commence à travailler dans un bureau et tout le monde lui parle français. Il n'a pas été confronté directement au français pendant 2 ans. Donc ça lui a pris plus de temps à lui. Donc, oui, euh, je pense que c'est important enfin, pour ceux qui en ont besoin, bien sûr, pas tout le monde a besoin, mais pour ceux qui en ont besoin, enfin, de se faire accompagner. Hein, ça, il n'y a pas de mal. Enfin, moi, la première, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oui, une prof qui m'a fait de la conversation en anglais parce que, enfin, pour moi, c'est plus facile. Je n'ai pas le temps d'aller discuter avec les gens, mais je fais l'effort. Par exemple, je suis dans un groupe Facebook, fait des filles qui sont étrangères. Euh, mhm, anglophones et qui veulent discuter. Et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi des personnes qui parlent anglais et je me suis forcée là, je me suis fait violence. Sortir de sa zone de confort, c'est mon maître ah, mot parce que oui, c'est tellement important. Enfin, des fois, on dit, ah, mais non, je peux pas, je sais pas comment faire. En fait, mm, c'est juste qu'il faut sortir de sa zone de confort parce que la peur, ça fait partie du confort. Comme j'ai peur, je le fais pas. Et donc, se exactement. faire un peu violent, ça c'est une autre expression très française aussi, c'est forcer à Oui, aller vers l'autre ou à faire une activité qui est inconfortable au début, comme mm, quand ils arrivaient à Toulouse, très oui, inconfortable pendant 2 semaines.
Mais après, exact. c'était une chouette expérience. Donc là, c'est la même chose. C'est pourquoi je disais surmonter la peur, c'est la première étape de la réussite. Oui. Donc, une fois que vous arrivez à faire ça, je trouve que le reste devient moins éprouvant. Voilà. Et une dernière chose, je pense, on peut continuer la conversation, mais je veux dire, et ça faisait partie de mes objectifs de commencer chez Polyglotte, c'était la désacralisation de cette notion de natif. Je Oui. trouve ça, et je pense que toi, tu comprendras, donc je profite de ta plateforme de faire avancer le message. Oui. On pense toujours que les natifs, on met un peu les natifs dans une hiérarchie et c'est vrai que c'est complètement différent comme expérience, comme, je sais pas, l'expérience qu'ils ont eue, c'est différent, mais je trouve qu'on ne devrait pas s'arrêter ou se mettre des bâtons dans les Les roues, roues. comme je voulais dire. Et parfois, il nous arrive de faire la même chose à nous-mêmes, un peu de autosabotage. Ah oui, Donc, complètement. à travers mes réseaux, j'essaie toujours de dire désacralisons un peu, surtout aux Français qui parfois peuvent être un peu exigeants quand il s'agit de la langue française, et ce qui, par conséquent, met un peu de limite sur les personnes qui apprennent. Donc, les personnes ont peur de faire des erreurs, et par cette peur, ils ne s'expriment pas, et donc le cercle vicieux continue. Donc, je voulais juste souligner ça et profiter de ta plateforme Oui, pour je suis faire. totalement d'accord avec toi. C'est vrai que souvent, enfin, dans la culture espagnole aussi, on va donner la priorité à un prof qui est natif et on va délaisser ou mépriser, en tout cas, un prof non natif. On va penser que, enfin, il n'est pas apte à enseigner une langue étrangère alors qu'il a étudié, il a appris, il a passé par le processus, il la maîtrise, enfin, pas parfaitement parce qu'on a dit, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de perfection, mais qu'il la maîtrise très, très, très bien, qui est bilingue. Parce que on pense que, enfin, si c'est pas natif, il n'y a pas l'accent, il n'y a pas tout ce qui va avec, et c'est faux, c'est archi faux. D'ailleurs, par exemple, ma prof de conversation en anglais, elle est argentine, donc Parfait. vive les Tu profs non vois? natifs. Je soutiens, je soutiens Non, les collègues. je Euh, suis tout et à tout fait à fait, d'accord. enfin, c'est un processus et on est passé par ce processus-là. Enfin, on est aussi bien légitime, les natifs que les non-natifs, pour enseigner une langue. Par là, je veux dire que les profs natifs, enfin, que ce soit de français, anglais, espagnol, peu importe la langue, ils sont aussi passés par le processus d'apprentissage d'une autre langue. Donc, ils sont aussi bien légitimes que nous, les Oui, non-natifs. Mais c'est vrai enfin, c'est difficile de se faire une place, effectivement dans le monde de profs de langue en tant que non natif. Et c'est pour ça, enfin, la chaîne YouTube, et c'est pour ça, enfin, chat polyglotte, pardon, et Idiomas con Noé, enfin, c'est l'objectif, c'est de se dire, mais si c'est possible, et puis toutes ces personnes qui apprennent, c'est possible, j'ai réussi à le faire, tu as réussi à le faire, donc je pense que ça peut être assez encourageant pour ceux qui apprennent de se dire, waouh, comment il a fait, enfin, je veux aussi suivre enfin, oui, tes conseils, clairement. etc. Oui. Parce que nous, on comprend très bien leurs erreurs, on comprend aussi les frustrations qui viennent avec. Et parfois, les profs non natifs sont un peu plus adaptés à comprendre cela et ils savent comment expliquer et comment trouver des petites astuces que les Français ne sont pas parce qu'ils ont appris comme langue maternelle. Et Mhm. du coup, c'est un peu comme si ça sonne pas bien ou je pense que, ah ouais, non, mais non, ça n'a pas l'air naturel. Mais Oui, ou, je sais pas, parfois je leur demandais d'expliquer, on avait à l'Alliance française des profs natives et je leur demandais, mais pourquoi ça, pourquoi ça? Et ils n'avaient pas d'explication parce que bah, c'est comme ça, c'est la oui. règle qu'on a apprise, voilà. Donc tu vois, je trouve que c'est pas pour dire que quelqu'un est plus légitime que l'autre, c'est Mhm. pour dire que les profs non natifs parfois comprennent mieux comment attaquer un Certains problème points. et trouver des solutions. Et surtout pour les élèves de se dire, OK, je vais y arriver. Je sais qu'il y a un prof qui enseigne, qui est légitime, qui a fait ses études, qui a Oui. sa certification. Et donc, je sais que je peux venir jusqu'à ce niveau-là si je mets des efforts. C'est ce que je veux essayer de... Voilà. Non, tout à fait, on a Voilà. très bien compris. Euh, Jérémy, je voulais, bon, pour finir, du coup, te dire merci énormément pour ta participation et tes précieux conseils que tu nous as donnés aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu nous as dit Instagram.
Est-ce que tu es sur d'autres réseaux aussi? Instagram principalement, j'avais une chaîne YouTube que j'ai délaissée un peu, abandonnée, faute de temps. Donc pour l'instant, Instagram, c'est la meilleure façon de me retrouver. Après, email aussi, donc c'est chatpolyglotte@gmail.com. Donc voilà les deux façons de me Je retrouver sur les... mettrai tout dans la description de toute façon, comme ça les gens ils ont qu'à cliquer et aller voir ton compte Voilà, s'abonner et parfait. t'envoyer un petit message. Merci pour tes encouragements. Et donc Et pour à finir, toi de m'avoir invité et vraiment ça fut un plaisir d'échanger avec toi, de faire un peu ta connaissance, mais c'était vraiment génial, donc merci à toi. je t'en prie. Donc juste pour finir, merci à tous, hein, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode des Francés en Contexto. Si vous avez une expression, vous voulez partager quelque chose ou même votre apprentissage du français ou d'une langue étrangère, n'hésitez pas. Comme ça, on pourra en discuter. Vous pourrez être le prochain invité du podcast. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, toujours en contexte. À bientôt! Bye.